Bien, bonjour à tous. Je ne sais pas quand est-ce que commence une habitude, c'est sans doute la deuxième fois. Or, puisque aujourd'hui est la troisième séance de ce séminaire, il est grand temps de déjouer les habitudes. Et donc, voici comment les choses vont se dérouler. Une fois n'est pas coutume, donc je parlerai un peu plus que d'ordinaire, parce que la chose que nous avons à vous présenter et que je renonce pour l'instant à qualifier, c'est faite à trois. Une conversation à trois entre François-Xavier Fauvel et Julien Loiseau, que je m'empresse de saluer et de remercier de leur présence. François-Xavier Fauvel est à ma droite directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire TRACE à Toulouse. C'est l'auteur notamment du Rhinocéros d'or, une histoire de l'Afrique médiévale qui, d'une certaine manière, a été à l'origine de notre réflexion commune. À ma gauche, Julien Loiseau est maître de conférence habilité à l'Université de Montpellier, directeur, lui aussi, on les appellera les directeurs pour plus de simplicité, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, auteur notamment des Mamelouks parus au Seuil et donc spécialiste du Proche-Orient médiéval. Pour les discuter plus tard, donc plus à droite, Chao Bing, que je remercie beaucoup de sa présence, qui est chargé de recherche au CNRS, ici même dans un laboratoire du Collège de France, qui est spécialiste des porcelaines chinoises, de leur production en longue durée et dans une méthode d'enquête ethno-archéologique, mais aussi en importation et en consommation donc de cette céramique chinoise dans les mondes de l'océan Indien et de l'Europe. Et à l'extrême gauche, Joël Chandelier, maître de conférence à Paris 8, spécialiste de l'histoire intellectuelle, notamment des rapports entre le monde arabe et le monde occidental. Sa thèse sur la diffusion du canon d'Avicenne et la médecine en Italie est à paraître, je crois, cette année aux éditions Champion. Oui, je disais que cette présentation, donc comme à l'habitude, nous allons parler, et puis, disons en gros 1h30, et puis ensuite on engagera la discussion à l'aide de nos deux discutants. Cette conversation libre, je vais en donner quelques éléments de son histoire. Disons d'ores et déjà qu'elle se veut expérimentale, un peu joueuse aussi, tentant de renouer avec cet entrain de l'histoire gaie, tenant à la fois de la performance théâtrale et du laboratoire scientifique. Je veux parler, par exemple, de ces essais d'alter-histoire qui avaient été conduites par Alain Bourreau et Daniel Milhaud en leur temps. Et de Daniel Milhaud, d'ailleurs, on pourrait volontiers retenir le titre de ce livre important, « Trahir le temps, histoire », c'est-à-dire aux deux sens de la trahison. Trahir quelque chose, c'est se montrer infidèle pour le révéler à lui-même. Et d'une certaine manière, c'est de cela dont nous voulons tenter l'expérience, c'est-à-dire trahir le Moyen-Âge, être infidèle à sa périodisation traditionnelle pour, d'une certaine manière, le révéler à lui-même. D'où la tentation, et on y aura recours ponctuellement, de glisser un grain de sable fictionnel dans la machine argumentative historienne, ne serait-ce que pour voir où et quand et comment elle s'enraye, où elle déraille. Parce qu'en matière de périodisation, comme on va le voir, il ne nous semble guère sérieux de ne pas jouer avec les découpes du temps. Commençons donc sérieusement, comme j'en avais l'habitude cette fois-ci, par replacer cette séance dans la suite de celles qui l'ont précédée. La première exposait la possibilité, d'après Michel Foucault et après lui, de défaire les temps modernes en distinguant la modernité comme période et la modernité comme exigence. Et donc elle tournait déjà autour de la question de la sécularisation, exposant la notion de progrès au risque généalogique. Or, ce risque avait été frontalement assumé lors de la deuxième séance à propos du programme de Genèse de l'État moderne, conduit depuis plus de 30 ans par Jean-Philippe Genet, qui avait été discuté à la fois par des historiens et puis des spécialistes des sciences sociales. Les historiens, Étienne Hanheim d'abord, qui a reconstitué son historicité propre,
qui a interrogé son tournant culturaliste à partir des prémices qui étaient ceux, au fond, du matérialisme historique, sans lesquels, nous semblait-il, ce programme n'était pas réellement compréhensible. Et puis Katia Béguin, qui observait l'étrange chassé-croisé de ce projet collectif, en tant qu'il a provoqué chez les médiévistes et les modernistes des effets qui sont effectivement contradictoires. Plus les premiers, les médiévistes, découvraient de traits modernes dans les constructions institutionnelles médiévales, plus les seconds, les modernistes, insistaient sur ce qu'il y avait, sinon de permanence, du moins d'archaïsme, dans justement le fonctionnement réel de ces appareils d'État, notamment par la repatrimonialisation ou la persistance des exemptions à la loi. Et par conséquent, il y a peut-être autant d'illusions à chercher un Moyen-Âge continuellement médiéval qu'à rabattre la modernité sur les temps modernes. Et Michel Napels, en anthropologue, nous a rappelé que la modernité de l'État moderne est davantage une caractérisation empirique, on dirait au fond un idéal type, qu'un moment dans un progrès, puisque au fond il ne s'identifie à aucune des figures du bien politique, que ce soit l'état de droit ou le suffrage universel. Et on peut alors se demander légitimement quel État correspond aujourd'hui à cette définition dans un monde qui est, au fond, caractérisable par un système de prédation globalisé. Et voilà pourquoi, pour Bruno Karsanti, ce qui est en ligne de mire de cette genèse de l'État moderne, et on va y revenir, c'est bien la possibilité de défaire le syntagme de l'État-nation. Car, et je le cite, à la genèse de l'État moderne, on voudrait donc appliquer le geste suivant, une juste mesure de sa victoire, avec les possibles oubliés qu'elle recouvre, mais aussi avec les potentialités qu'elle actualise. Parce qu'elle visait donc à démontrer que la modernité paradoxale de la société médiévale était d'être, en tant que société religieuse, tout en devenant aussi politique, mais sans cesser d'être religieuse, Bruno Karsanti confrontait, après Jean-Philippe Genet, notre réflexion à la coupure grégorienne. Alors bon, je n'insiste pas, c'est pour moi une flexure essentielle, j'en dirai rien ici, puisque j'ai tenté d'en donner une formulation personnelle dans ma leçon inaugurale, qui paraît demain, et pour ceux qui ne veulent pas l'acheter, qui est en accès libre sur Internet dès demain également. Contentons-nous donc ici de signaler que c'est bien la réflexion actuelle sur la périodisation interne du Moyen-Âge qui déstabilise le plus la catégorie du Moyen-Âge comme chrononyme. Car en superposant différents effets de seuil sur un large XIIe siècle, des seuils de nature théologique, politique, sociaux, également archéologiques, eh bien, on construit non pas une mutation, mais je dirais une articulation de transformation sociale, et cette articulation ayant l'épaisseur de trait du siècle, eh bien, je dirais qu'elle dérange la tripartition traditionnelle que les médiévistes ont de leur période, au Moyen-Âge, Moyen-Âge central et bas Moyen-Âge, et de là un Moyen-Âge cassé en deux, le premier, le deuxième, qui brise le noyau central 11e, 13e, autour duquel s'organisent aussi les autres périodisations alternatives, notamment justement le long Moyen-Âge de Jacques Le Goff. Or, outre le fait que ce long Moyen-Âge de Jacques Le Goff a été davantage proclamé qu'empiriquement travaillé, il nous semble que son élaboration théorique est contemporaine, dans les premières années de la décennie 80, de celle de la genèse de l'État moderne, et qu'on peut montrer qu'elle est également solidaire de la conviction marxiste qu'il existe quelque chose comme un mode de production féodal qui se maintiendrait tant bien que mal en Europe occidentale jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et dès lors, si l'on n'y croit plus à ce mode de production féodale, alors le long Moyen-Âge perd ses assises, ses appuis et peut-être même aussi sa consistance. Voilà pourquoi j'avais proposé, lors d'un séminaire organisé à Paris 1 en 2013-2014, intitulé « Pour ne pas en finir avec le Moyen-Âge », de se porter au-delà
de la déconstruction, et c'est cette première étape d'une réflexion collective que nous vous proposons de poursuivre, mais surtout de déplacer. Pourquoi la poursuivre et pourquoi la déplacer? Il était apparu au cours de ces débats qu'une des propositions les plus fortes pour réarmer une certaine idée de ce que médiéviste peut dire ou veut dire consistait dans la définition, redéfinition d'une société médiévale que l'on ne réfère plus aujourd'hui ni à un mode de production, le féodalisme, ni même à un type d'organisation sociale, la société féodale, mais à la prégnance de macro-concepts comme dominium, ecclesia, et désormais, avec la théorie dominante chez les médiévistes, dans sa, je dirais, dans sa pointe la plus acérée, celle définie par Joseph Morcel de la déparentalisation. Chez cet auteur, chez Morcel, chez tous ceux qui s'en inspirent ou s'en autorisent, société médiévale, civilisation médiévale, période médiévale, sont dès lors des expressions interchangeables. Et je dirais que cette indécision est une tradition historiographique française qui commence avec Marc Bloch, la société féodale, se poursuit avec Jacques Le Goff, la civilisation médiévale, et trouve sa synthèse, au fond, avec Jérôme Bachet, la civilisation féodale. Je dirais qu'à ce moment-là, on nomme Moyen-Âge un type de société dont l'historien médiéviste doit décrire les spécificités, j'allais même dire les étrangetés. Car cette société se dresse en miroir de notre modernité. Elle en est le reflet inversé, elle en est un mode de connaissance de nous-mêmes par l'altérité. Moyen-Âge peut désigner à la fois ce dont on doit se débarrasser pour devenir moderne ou ce que nous avons perdu en devenant moderne. Et dans tous les cas, le médiéviste doit se défaire de cette relation en miroir pour faire froidement son métier. Et cette métaphore spéculaire est constante. Songez par exemple que la grande revue de médiévistique américaine, parue en 1926, s'appelle Speculum. Elle oblige le médiéviste à se revendiquer, non pas comme le spécialiste d'une portion du passé, mais d'une société qui, de fait, appartient en grande partie à ce passé, mais n'appartient pas qu'à lui. Et donc, dès lors, ça l'oblige à poser la question « Où est le Moyen-Âge » Pas nécessairement dans le passé médiéval. Et on rejoint ici notre réflexion liminaire. Chercher un Moyen-Âge sans présumer du fait qu'il sera continuellement médiéval. Pour le dire tout net, c'est cette nouvelle essentialisation d'un Moyen-Âge exclusivement confondu avec un type de société. Et un type de société qui est, disons, celui qui est le plus visible en Europe occidentale, et même dans son centre le plus robuste, disons rhénan, et qui suppose par conséquent l'existence d'un centre robuste de la société médiévale. C'est cette nouvelle essentialisation donc que nous voudrions tenter de déplacer, ou plus précisément de dépayser, en posant effectivement la question « Où est le Moyen-Âge ?», mais en la posant dans un sens géopolitique. L'Antiquité, on le sait, elle n'est pas qu'une découpe de temps, c'est aussi une région du monde, en dehors de laquelle le chrononyme perd son sens, sinon celui d'une synchronie impérialiste ou d'une étape évolutionniste. Et dès lors, soumettre cette découpe de temps et d'espace à l'épreuve d'une histoire décloisonnée, en élargissant notre compréhension à l'échelle du vieux monde, c'est une manière d'interroger à la fois des fausses symétries, quel est le sens de la coïncidence de deux sociétés féodales en Europe et au Japon, et les fausses simultanéités. Est-ce qu'un article sur l'Amérique qu'on appelle précolombienne aurait sa place dans une revue comme Le Moyen-Âge, par exemple ? Si un espace-temps se définit par des modalités de conscience de soi, alors le Moyen-Âge n'existe pas. Mais nous ne voulons pas renoncer si vite à la possibilité qu'il y ait à l'échelle eupro-asiatique un Moyen-Âge commun, dont les différents Moyen-Âges existants, ou reconnus comme tels, européens, latins, byzantins, islamiques, africains, peuvent être perçus comme des faciès au sens archéologique ou des provinces. Mais pour cela, il faut partir en quête d'une histoire des rythmes du monde, pour reprendre le premier terme du titre que nous avons voulu donner à cette séance, rythme, problème, trace, le Moyen-Âge comme articulation des mondes et régime documentaire.
Alors nous ne voulons pas, Patrick vient de le dire, renoncer à un Moyen-Âge commun à l'ensemble des provinces du Vieux Monde. Allons même plus loin et disons que nous voulons renoncer, en revanche, à l'hypothèse de l'exceptionnalité occidentale. Par conséquent, puisqu'il existe et qu'il reste à le trouver, c'est peut-être cela, le Moyen-Âge, une géographie et un rythme du monde. Ce rythme, où en entend-on les battements ? Dans la synchronie de mouvements qui touchent en même temps qu'elle, mais peut-être plus directement et plus intensément qu'elle, d'autres régions que l'Europe latine. Ce rythme du monde s'enclenche au 7e siècle avec la soumission des régions eurasiatiques, de l'Atlantique à l'Indus, sous un même pouvoir, en l'occurrence califal. Mais au-delà de cet épisode, de cette flamèche politique et militaire, qui aurait pu être aussi héroïque et éphémère que toutes les précédentes tentatives impériales d'intégration de l'Eurasie, c'est son inscription spatiale et sa pérennité temporelle qui font un rythme. Car en fait, si l'unité politique de cet espace, d'ailleurs jamais incontestée, ne se maintient pas plus de 3 siècles, et si son unité religieuse ou linguistique sont évidemment des leurs rétrospectifs, en revanche, son unité économique et juridique est beaucoup plus profonde et contribue à délimiter assez précisément le périmètre du monde islamique. Mais cette nouvelle donnée n'est pas qu'un fait géopolitique, c'est le moteur d'une nouvelle géographie de l'œcumène. En intégrant dans un même espace les très vieux foyers économiques de la Méditerranée orientale, d'une part, et de la mer d'Arabie, d'autre part, en articulant en quelque sorte le monde autour de ce qui apparaît désormais comme sa véritable charnière, et tout à l'heure Julien en reparlera, et enfin en ouvrant au-delà de ses frontières de nouveaux fronts commerciaux, avec l'Extrême-Orient, avec l'Europe septentrionale, avec l'Afrique noire, le monde islamique s'affirme comme le domaine central de l'œcumène, le principe organisateur d'une géographie globale dans laquelle toutes les parties sont en relation organique avec les autres à leur place respective de provinces du monde. Il y a dans ce temps-monde qu'expriment bien les mapes-mondes médiévales un nouveau régime de globalité que l'on peut appeler Moyen-Âge. Mais quand s'arrête-t-il, ce Moyen-Âge ? C'est un problème sur lequel nous reviendrons. Disons, pour prendre la question à l'envers, qu'on a déjà, au XVIe siècle, cessé d'entendre son battement. Vu de telle ou telle province, il a peut-être cessé de battre depuis 1, 2 ou 3 siècles. L'orchestre global, en quelque sorte, est devenu arythmique. Un nouveau régime de globalité se met en place. C'est un monde qui n'est déjà plus le vieux monde. Ce sont des polarités et des relations entre les parties qui ne sont définitivement plus les mêmes. Ce sont des mobilités individuelles qui n'ont plus les mêmes déterminants. Le rythme du monde médiéval serait-il donc donné en sourdine par les pulsations de l'ère islamique ? Accorder à la civilisation islamique le rôle de Deus ex machina du théâtre historique peut paraître excessif dans certains recoins de notre représentation hegélienne de l'histoire. Mais surtout, la provincialisation de l'Europe, ramenée à un faciès régional du Moyen-Âge commun, provincialisation qui résulte inévitablement de ce déplacement du projecteur, peut sembler rude. Aussi, avant d'aller plus loin et d'être obligé de renoncer à l'unicité du Moyen-Âge européen, commençons par réexaminer si l'instrumentiste carolingien du grand orchestre joue seul, ou bien si, croyant jouer seul, il joue néanmoins en rythme avec l'orchestre. Nous ne sommes bien sûr pas les premiers à exciper de nos compétences régionales, en l'occurrence le médiéviste occidentaliste, l'historien africaniste que je suis et l'historien islamisant, pour revendiquer une vision décentrée et la mise au jour d'un moteur caché qui ferait fonctionner de façon coordonnée les diverses parties de l'Ancien Monde. Aussi sommes-nous prêts à entrer en conversation avec quelques prédécesseurs, en commençant par réexaminer la thèse d'Henri Pirenne. Relisons donc Mahomet et Charlemagne. Son argumentaire mérite en effet d'être rappelé. Premier temps de l'argumentaire de Pirenne. 1937. Les invasions barbares des 5e et 6e siècles n'ont pas désorganisé l'Occident, dit-il, contrairement à ce que dit l'historiographie. En effet, l'unité de l'Empire romain, perdue sur le plan politique, s'est maintenue et même accrue sur les plans culturels et économiques. Les exemples qu'en donne Pirenne sont le commerce d'esclaves et d'or ou encore la byzantinisation des élites mérovingiennes. Deuxième temps de l'argumentaire, l'irruption et les conquêtes de l'islam constituent la vraie rupture qui signe la fin de l'ère antique et le début du Moyen-Âge. Elle coupe la Méditerranée en deux, sépare l'Orient et l'Occident en interrompant les échanges. Cette coupure survient vers 650 et durera jusqu'au XIIe siècle. Troisième et dernier temps argumentaire, enfin, l'Empire carolingien est l'apogée d'une Europe occidentale chrétienne coupée de l'Orient.
Pour reprendre les termes qui donnent sens au titre de Pirène, Charlemagne est le meilleur destin possible d'une Europe coupée du reste du monde par Mahomet. Dans l'articulation de ces trois temps argumentaires, Pirène est à la recherche d'un rythme, comme nous sommes nous aussi à la recherche d'un rythme. Il l'entend, ce rythme, comme nous l'entendons nous aussi, dans l'essor de l'islam. Mais à suivre Pirène plus attentivement, on entend aussi ce qu'il entend derrière le grand battement venu de l'extérieur qui provincialise l'Europe barbare. Une mélodie propre qui singularise l'Europe carolingienne. Cette mélodie atténue la rupture causée par la chute de Rome. Elle réinscrit les barbares dans une continuité des institutions avec Rome et une conversation diplomatique avec Byzance. Et enfin, elle tente de circonscrire les caractères d'une civilisation européenne ancrée dans des phénomènes de nature économique. Sans dénigrer cette succession de pas de côté, ni nous appesantir plus longtemps sur leur signification historiographique, pointons tout de même une zone de divergence avec Pirène. Il serait impossible de soutenir aujourd'hui que la transformation de la Méditerranée en lac islamique a provoqué un déclin des échanges, parce que c'est exactement le contraire qui s'est produit. Mais que cette nouvelle hégémonie sur les échanges Est-Ouest, le long d'un axe qui passe par Cordoue et Bagdad, ait engendré une nouvelle distribution des espaces, un nouvel agencement des centres de pouvoir et des fronts commerciaux, et un excentrement de l'Europe occidentale romanisée puis barbarisée, voilà qui permet de reformuler les prémices d'un argument avec lequel on peut, à ce compte, tomber d'accord. En somme, si l'Europe stationne dans l'obscurité quelques siècles en s'offrant les Carolingiens pour seuls luminaires, ce n'est pas à cause d'un déclin économique intrinsèquement lié à l'essor de l'islam, c'est plutôt parce que l'Europe s'est trouvée mise à distance, reléguée à l'horizon septentrional d'un nouveau système d'interconnexion qui imposait, en quelque sorte, une nouvelle orientation et une nouvelle temporalité du monde. Et voilà qu'avec cette idée d'orientation et de temporalité du monde médiéval revient la question de la géographie du Moyen-Âge, qui nous aidera à voir que le débat ne se fait pas terme à terme avec Pirène. Si, pour Pirène, l'islam impose une rupture Orient-Occident, c'est une rupture entre les parties respectivement occidentales et orientales du monde romain. C'est-à-dire une rupture qui laisse une Europe larguée par Byzance et coupée de son Orient par l'islam méditerranéen. Cette échelle d'observation, qui observe en quelque sorte ce qui se passe à son Orient, un Orient qui est en Espagne, un Orient qui est en Sicile, un Orient qui est en Afrique du Nord, n'est pas incompatible avec l'échelle d'analyse que nous proposons. Elle met simplement l'accent sur la singularité d'une trajectoire provinciale qui est justement permise dans une nouvelle géographie du monde. Dans cette nouvelle géographie, oui, une nouvelle frontière apparaît entre l'Europe chrétienne et son nouvel Orient islamique. Une frontière mutuellement reconnue comme interface de conquête et de reconquête. Une frontière qui, à coup sûr, n'est pas poreuse aux échanges, puisqu'au contraire, elle les organise. Mais c'est avant tout une frontière mentale, qui, comme le suggère Pirène, et comme le formule Marc Bloch à peu près dans les mêmes années, contribue sinon à caractériser l'Europe, du moins à individualiser cet espace qui n'avait pas de caractère individuel dans le monde antique. Ce dialogue avec Pirène ne nous aide à trouver notre Moyen-Âge que parce qu'il nous fait comprendre de quel Moyen-Âge nous ne voulons pas. Aussi, à présent, pour rendre nos décentrements plus productifs, faut-il engager un autre dialogue, non pas entre nous et Pirène, mais entre Pirène et Lombard. Alors le 7e siècle, celui des conquêtes arabes de l'Atlantique à l'Indus, n'a donc pas seulement rompu l'équilibre du monde antique, ce que Pirène comprend le premier, il en a inversé la polarité. Ce que Maurice Lombard répond à Pirène en un dialogue d'outre-tombe. Pirène est mort, son Mahomet et Charlemagne a été publié à titre posthume, comme d'ailleurs nombre des travaux originaux de Maurice Lombard. En Orient, entre Syrie et Irak, là où même sur l'Euphrate se dressait la vieille frontière du monde antique entre les empires romains et perses, eh bien, en Orient, l'empire continue, je dirais même l'empire contre-attaque. Rome et la Perse n'ont pas seulement rencontré leur vainqueur, l'islam s'institue leur légataire universel. Mais la succession n'est certes pas sans entraîner quelques glissements. L'hégémonie d'une nouvelle religion n'est ici provisoirement que d'une médiocre importance. Seule l'aristocratie arabe est musulmane, et l'écrasante majorité des sujets, chrétiens, juifs, zoroastriens, ne regrettent guère leurs anciens maîtres. Mais les territoires se réorganisent. Ces vieilles terres de civilisations urbaines, où sont nées les premières villes, voient émerger une nouvelle génération de cités, juxtaposées ou franchement en rupture avec l'ancien réseau urbain. Yvon Tébert l'avait souligné pour l'Afrique du Nord, en termes de civilisation urbaine, le 7e siècle ne constitue pas une cassure sans remède, mais opère un déplacement.
Au cœur de l'Empire, certes, Damas fait longtemps illusion. Élu capitale du premier empire islamique, quand ses souverains ne chassent pas le lion dans la steppe de Transjordanie, la cité 4 fois millénaire voit les déités souveraines se succéder en son cœur. La mosquée des Omeyyades s'élève désormais à l'emplacement de l'ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste, elle-même édifiée dans le téménos de l'ancien temple de Jupiter Damascenus, édifié sous Auguste, à l'emplacement du temple de Hadad. Mais l'illusion de continuité se dissipe en quelques décennies et le nouvel empire trouve son point d'équilibre dans une nouvelle capitale, Bagdad, dernière née d'une longue lignée de cités de briques au cœur de la Mésopotamie. C'est avec Bagdad que se met en place le paradigme décrit par Maurice Lombard, le paradigme de l'islam dans sa première grandeur, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Maurice Lombard. Très vite, en moins d'un siècle, la ville atteint un niveau de population digne de la Rome augustéenne, 1 million d'habitants peut-être, dit Lombard, chiffre formidable, dont les historiens sont revenus depuis longtemps, donc ils parviennent à l'estimer plus précisément, mais il faut bien être raisonnable. Bagdad est le centre et le ventre depuis lequel rayonnent des routes qui traversent l'Empire et se prolongent très au-delà des mers, des déserts, des forêts denses, jusqu'à ces terminaisons du nouveau système-monde que sont aussi bien à l'ouest Ghana qu'à l'est Canton. Le long de ces routes, qui toutes confluent en Irak, sont transportés les biens qui font défaut au centre du monde, les fourrures, les métaux monétaires, les esclaves, toutes ces matières premières dont la transformation en ornements, en monnaie, en concubines chanteuses, toutes ces matières premières dont la transformation est le signe même de la civilisation. Le monnayage des métaux précieux, or et argent, est sans doute l'élément le plus probant du paradigme décrit par Maurice Lombard, celui aussi qui témoigne le mieux de son renversement. On sait que l'or pousse comme des carottes au royaume de Ghana, on sait que l'argent sort des mines carolingiennes de Saxe dans le massif du Harz. Et les métaux arrivés en lingots dans l'Empire islamique, monnayés au nom du calife ou de l'un de ses substituts, repartent en sens inverse. En échange des matières premières importées des confins barbares pour s'enterrer là-bas, s'enterrer au sens propre, car au fond, qui a besoin au quotidien de dinars d'or ou de dirhams d'argent dans la lointaine Europe ? La thésaurisation des monnaies islamiques croît en proportion de l'éloignement de l'Empire. Elle atteint son maximum en mer Baltique, dans l'île de Gotland, où quelques 700 trésors monétaires ont été retrouvés pour un total de plus de 168 000 pièces, principalement des dirhams d'argent abbassides. L'irruption de l'Europe au cœur de ce système-monde n'y change rien. L'histoire monétaire des États latins d'Orient au XIIe, XIIIe siècle est à ce titre éloquente. L'essentiel des monnaies d'or qui circulent dans le royaume de Jérusalem sont des dinars fatimides, à l'image de ce trésor de 2600 pièces récemment retrouvé au large de Césarée. Quand les francs frappent des monnaies d'or ou d'argent, ce sont des imitations, plus ou moins convaincantes d'ailleurs, des dinars et des dirhams, portant la profession de foi musulmane aux grandes dames du légat pontifical qui en interdit la frappe vers 1250. Mais le seul fait que les rois de Jérusalem frappent dès le milieu du XIIe siècle des monnaies de billon, à une époque où, l'Angleterre mise à part, les royaumes d'Europe occidentale n'ont guère de monnayage aussi régulier, ce fait même est l'indice qu'ils sont établis tout contre l'Empire, au beau milieu de l'économie la plus monétarisée du monde médiéval. Or, c'est précisément ce qui change au milieu du XIIIe siècle, quand l'Europe renoue avec le monnayage de l'or. Florence en 1252 avec le florin, suivi 12 ans plus tard par l'écu de Louis IX, et en 1284 par le ducat vénitien. Si la frappe de l'écu, affirmation du pouvoir souverain du roi de France, n'a guère d'impact dans l'Orient qu'il vient tout juste de quitter, le florin, et plus encore le ducat, circulent en Orient islamique. C'est bientôt tout le paradigme de Maurice Lombard qui se trouve inversé. Au XVe siècle, l'Égypte importe des textiles italiens, affronte la concurrence des cités d'Occident sur les marchés aux esclaves de mer Noire et reconnaît un cours légal aux monnaies ifrangi, aux monnaies franques. L'Empire est en passe de déserter l'Orient, de suivre le même chemin que la science grecque, partie chercher fortune nouvelle dans les abbayes et les universités d'Occident. On l'aura compris, le paradigme de l'islam dans sa première grandeur, le paradigme Maurice Lombard, aussi pertinent soit-il pour décrire le recentrage de l'ancien monde sur l'empire de l'islam entre 7e et 10e siècle, ce paradigme ne permet pas de saisir la qualité particulière de cet espace-temps que nous appelons ici Moyen-Âge et dont nous prétendons affirmer qu'il ne s'estompe qu'au XVIe siècle. Voilà donc un autre Moyen-Âge dont nous ne voulons pas, celui dont la fonction heuristique serait de penser la translatio imperii de Rome à l'Europe, en accordant à l'islam le rôle provisoire de passeur de témoins.
L'histoire européenne de l'Empire ottoman, empire islamique, s'il en est, suffit à rappeler la myopie d'une telle découpe du temps. Alors, oui, la myopie, d'accord, mais permettez-moi de m'immiscer pour faire un instant l'éloge du myope, parce que vous avez peut-être lu ce livre de Jean Rouault qui s'appelle « Le monde à peu près », qui est une sorte de grand historien de la myopie, de ses contours poudreux, de cette capacité à projeter au loin une sorte d'arrière-pays tachiste, mais en même temps, la myopie, c'est aussi l'art du rapprochement et le plaisir du détail, et de sa netteté. Or, c'est bien de cela dont il s'agit, puisque le Moyen-Âge que nous vous proposons est un Moyen-Âge que nous suivons à la trace. Et je m'en vais expliquer là le troisième mot de notre titre, rythme, problème, trace. Nous n'en avons précisément qu'une connaissance indiciaire, une connaissance par trace précisément. Or, je pense que ce nouveau régime documentaire, entre érosion des vestiges et intensité de la trace, participe pleinement de la caractérisation de notre objet, et c'est ce que je veux dire en quelques minutes. Et en effet, vous l'avez entendu, il y a un paradoxe au fait que la tombe, qui est le vestige immobile, s'il en est, d'une communauté qui en fait le marquage au sol de son identité, devienne pour l'historien le principal gisement de connaissances sur ce qui a circulé entre les communautés. Là s'arrête l'errance des vivants, là s'arrête le remuement de leurs objets. Les trésors, on l'a vu, délimitent par l'extérieur l'extension des périphéries d'un monde où, précisément, les objets thésaurisés ont été produits et mis en circulation. Ils s'arrêtent là, au bord de ce monde. Et c'est d'ailleurs plus qu'un paradoxe, mais un mouvement dialectique qui anime le premier essor de l'économie européenne. Je cite ici le premier essor de l'économie européenne, le sous-titre d'un livre de Georges Duby, Guerriers et paysans, 1973, qui complétera donc notre bibliothèque des classiques. Il y a une page assez célèbre dans Guerriers et paysans que je juge essentielle sur l'anthropologie des prélèvements et des générosités nécessaires, comme l'écrivait Duby, sur cette aristocratie prédatrice, toujours prompte à sacrifier ses richesses dans la tombe, et dont l'évangélisation, en somme, n'est rien d'autre que ce mouvement qui lentement vide les tombes, produit une déthésaurisation qui alimente un nouveau circuit d'échange où les trésors d'église vont, d'une certaine manière, prendre le relais, mais au profit de ces nouveaux professionnels du sacrifice des biens terrestres que sont les clercs. Et donc, Duby décrivait cette déthésaurisation, c'est-à-dire cette manière d'aérer les tombes pour les faire advenir dans les trésors, comme une remise en circulation monétaire qui fouette la croissance économique, mais dont on doit bien admettre aussi qu'elle est fondée sur des échanges et non sur le commerce, d'où la nécessité de le saisir. Et c'est le cœur de la démonstration de Duby, dans ce chapitre intitulé « Prendre, donner, consacrer », d'où la nécessité donc de le saisir dans une structure anthropologique qui consiste, je cite Duby, dans la très lente et toujours incomplète insertion d'une économie du pillage, du don et de la largesse dans les cadres de la circulation monétaire. Alors voilà, précisément, il y a là, je crois, les prémices d'un régime documentaire, puisque c'est ça aussi qu'on cherche au Moyen-Âge comme régime documentaire, d'un régime documentaire qui oblige l'historien à privilégier et sans doute à surestimer ce qui circule par rapport à ce qui stagne. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui conforme à la domination écrasante du paradigme circulatoire dans l'historiographie actuelle qui, évidemment, y trouve soit ses espoirs, soit ses hantises propres à l'époque. Oui, voilà, on l'avait déjà dit, il en faut peu, au fond, à l'histoire globale pour dessiner d'une main sûre des grandes flèches d'échange qui zèbrent le monde, un trésor ici, un autre là, et on conclut que quelqu'un est passé par là, et alors cela crée les conditions d'un flux.
C'est ainsi, Jean-Paul Demoule l'a rappelé pour les Indo-Européens, que s'invente la légende des peuples, des langues, des civilisations. Et on aurait là quelque chose comme ce qu'on pourrait appeler le paradigme du kauri, qui est ce petit kaori, ce petit coquillage qu'on va chercher par centaines de milliers sur les plages des Maldives et qui circule de proche en proche comme pré-monnaie, puis comme ornement dans tout le vieux monde et qu'on trouve massivement, notamment dans les tombes africaines, mais partout aussi aux lisières de ces mondes. Et aller suivre à la trace ces kaoris, Philippe Baujard, par exemple, dans son grand livre sur les rythmes, justement, d'une globalisation centrée sur le monde de l'océan Indien, à très grande échelle, a effectivement construit cette histoire en pointillé. C'est une histoire, au fond, qui ne tient qu'à un fil. Et je dirais que ça pose quand même des problèmes d'interprétation. Il suffit pour s'en convaincre d'évoquer les recherches récentes sur ce qu'on continue à appeler les routes de la soie, et ce qu'on continuera à appeler les routes de la soie, malgré les dénégations des savants, tant l'imaginaire européen, mais aussi les intérêts de l'expansion commerciale chinoise, qui en ce moment en fait des caisses sur la renaissance de la route de la soie, et bien tant, au fond, cet imaginaire est une puissante ressource pour penser la mondialité comme conscience de soi. Or, nous savons que la fameuse route steppique en ces deux segments, protégée par la prétendue paix mongole, est en grande partie un mythe historiographique. Nous savons qu'elle n'a véritablement fonctionné que 50 ans, de 1290 à 1340 environ, et que les quantités transportées par ces caravanes chamelières sont sans commune mesure avec celles de la voie maritime, où là, c'était évidemment beaucoup plus massif, des côtes de Malabar à l'Égypte. Par ailleurs, l'essentiel de ce commerce est structuré par l'échange à grande échelle entre l'Iran et la Chine. Brocart d'or proche-oriental contre lingots d'argent des mines du Yunnan. Et en comparaison, ce qu'on trouve aux terminaisons européennes et japonaises, d'ailleurs, de ce réseau est négligeable. Au XIIIe siècle, tout l'approvisionnement en soie chinoise de Lucques, principal centre soyeux de l'Europe occidentale au XIIIe siècle, tenait en 6 charrettes par an. Donc ça tiendrait largement dans cette pièce. Or, évidemment, vous le savez, les cités italiennes sont des conservatoires documentaires d'écriture commerciale, mais aussi de traités diplomatiques, et une bonne partie de ce que l'on sait de l'histoire économique, mais pas seulement de l'histoire économique d'ailleurs, de l'Asie centrale, est dépendant de la relation de voyage de Marco Polo, qui remonte les segments terrestres de ce réseau pour des raisons qu'en réalité nous ne connaissons pas, et pour écrire un livre que nous avons bien de la peine à considérer pour ce qu'il est. Et en tout cas, la labilité des traces qui nous révèle comme par accident ce monde fragile et en grande partie disparu que l'on appelle Moyen-Âge tient au fait que les acteurs qui en maîtrisaient les seuils étaient dépositaires d'un savoir que d'ailleurs ils n'avaient nul intérêt à ébruiter. Et c'est pourquoi le livre de Marco Polo reste une énigme littéraire. Donc, définir notre Moyen-Âge à partir de la connaissance par traces qu'on peut en avoir revient à décrire, je dirais, un paysage documentaire qui est soumis à une érosion différentielle, comme on appelait cela en géographie. Vous savez, ce qui provoque des inversions de relief qui rendent désormais saillant ce qui était plat ou guère dominant et qui estompe, au contraire, les lignes de fait. Et voilà ce qu'on appelle une trace. Et c'est pour cela, effectivement, qu'il nous semble que la connaissance par trace est constitutive de ce savoir médiéviste. Trace renvoyant à la fois à une compréhension épistémologique
en sciences des sociétés, une trace est une marque laissée par une action, et en sciences des matériaux, une trace est une très petite quantité perceptible, en chimie. Pour penser ensemble ces deux significations, marque laissée par une action et très petite quantité perceptible, il faut l'envisager, la trace, comme un écart singulier, qu'il soit quantitatif, il y en a très peu, ou qu'il soit qualitatif, c'est irrégulier. Donc au fond, ce que l'on cherche dans justement ces rythmes du monde, ce sont des discontinuités discriminantes, et c'est de cela dont il s'agit de jouer désormais. Il me semble que c'est la deuxième partie. Absolument. Discontinuité, tu viens de prononcer le mot, tel est bien justement le maître mot qui nous permet de définir un certain régime documentaire de notre Moyen-Âge par une relation entre la trace matérielle, tu viens de le dire Patrick, et le récit écrit. Pour éprouver les périphéries et les centres dans le dispositif médiéval du monde, il faut se livrer à une expérience d'histoire amusante consistant à faire abstraction des effets de centralité créés par les sources endogènes, j'irais même jusqu'à dire les sources indigènes, à l'Europe médiévale. Car en effet, que cette hégémonie provinciale ait produit et laissé une documentation écrite est évidemment la condition matérielle qui permet aux historiens de produire un récit s'inscrivant dans un certain régime de narrativité qui nous est familier. Mais l'existence de cette condition matérielle, à la fois contingente et exceptionnelle, en regard de la diversité des sociétés en général et de leur rapport à l'écriture, ne peut occulter un fait. Le caractère autocentré de certaines sources, en l'occurrence les sources écrites produites par la société soumise à l'enquête, est un artefact historique qui souligne ce qu'un régime de narrativité privilégié doit à un certain régime documentaire lui-même privilégié et non à une quelconque centralité de cette société dans son époque. En d'autres termes, que j'emprunte à Paul Ricoeur, la narration historique fondée sur des sources écrites endogènes produit une intrigue qui restaure l'événement dans sa continuité temporelle et spatiale. Ressource herméneutique qui n'est pas disponible en Afrique subsaharienne, par exemple, où le régime documentaire impose une narration fragmentaire, à l'instar de ce que j'ai tenté de faire dans Le Rhinocéros d'or. L'expérience amusante consiste ici en une transposition du régime documentaire africaniste au pays des Francs. Abstraction faite des sources écrites indigènes, admettons donc qu'il nous reste ceci. Un récit de voyageurs du Xe siècle qui ne se serait pas conservé, mais dont nous aurions des extraits repris chez des géographes arabes postérieurs, et une carte de la deuxième moitié du XIIe siècle, par exemple la carte d'Al-Idrissi, lui-même compilateur et commentateur de notices géographiques antérieures. Et enfin, les données matérielles produites par la tradition antiquariste et archéologique. Cette mince documentation, c'est à peu de choses près la situation documentaire qui prévaut, par exemple, pour le royaume du Ghana, principal interlocuteur politique et commercial des régions centrales du monde islamique dans le pays des Noirs, Bilad as-Soudan, c'est-à-dire à la lisière sud du Sahara, entre le IXe et le XIIe siècle. Notre voyageur du Xe siècle, c'est Ibrahim ibn Yacoub, un juif d'Al-Andalus. Reconstitué par André Miquel dans les Annales en 1966, l'itinéraire est scandé de courtes notices locales. Son point d'entrée en Europe, ou plus précisément l'Ifranja, le pays des Francs, est un toponyme arabe qui se lit BRDH-Ilon-L, dans lequel on sait pouvoir reconnaître le latin Bourdigala, c'est-à-dire Bordeaux. Une majorité d'habitants, apprend-on, est chrétienne. On y voit un temple construit sous les Sévères et qui était encore debout au XVIIe siècle. Les informations que nous en avons proviennent des antiquaires bordelais de cette époque. On récolte de l'ambre sur les bords du fleuve. En cas de disette, on mange une substance récoltée sous l'écorce d'un arbre local. Étape suivante, FRMNT-A, qu'il faut corriger en FRMNT-N-A, s'il s'agit bien de fromentine, microtoponyme que l'on retrouve aujourd'hui et qui pourrait avoir désigné à l'époque l'embarcadère pour Noirmoutier. Les habitants de ce lieu ignorent, paraît-il, ce que sont les reptiles. Cette île produit du safran d'excellente qualité. Puis c'est Saint-Malo, mais sans certitude. Puis RDHUM, du latin Rotomagus, Rouen. On pêche dans le fleuve, la Seine donc, le saumon, ainsi qu'un autre poisson qui a le goût du concombre.
Utrecht, grande ville du pays des Francs. Les habitants se chauffent à la tourbe. AFSH, qu'il faut peut-être corriger en AQSH si on a raison, incité par l'évocation de sources chaudes, d'y voir la transcription du toponyme latin Aquae Aquis. Disons donc Aix-la-Chapelle, ou alors Aix-en-Provence. Les deux sites ayant conservé des bains. Mayence. On y voit, nous dit toujours Ibn Yacoub, des monnaies islamiques d'argent frappées à Samarcande. On s'y procure du poivre, du gingembre, des clous de girofle, du nard indien, du costus, du galanga. Arrêtons-nous là. Au-delà de l'effet plaisant du « comment peut-on être persan », ce jeu illustre de quelle façon la narration à laquelle nous sommes habitués, à la fois continuiste, animée par un sujet historique, inscrite dans une géographie hiérarchisée et mentalement perçue comme homogène, est remplacée ici par un espace discret et réticulaire, organisé par la logique de l'itinéraire et agrémenté de précisions que l'on peut qualifier de commerciales et touristiques. Complétons notre connaissance de l'Europe barbare avec les descriptions par Al-Idrissi des contrées des 5e et 6e climats de l'Europe, horizon septentrional du monde. Chaque localité y est définie par les conditions de son interconnexion aux autres, dans un monde essentiellement creux et dynamique, dans les interstices duquel circulent marchands et marchandises. Car tout le récit, l'étoffe même du récit, exprime ce point de vue de l'informateur qui a marché, qui est passé, qui est reparti. Par exemple, Carcassonne, je cite. « Jolie ville, située au pied d'une montagne et entourée de vignobles et d'abondants cours d'eau. De là à Comminges, par les montagnes, vers le nord, 80 000. Comminges est une ville de grandeur médiocre, mais jolie et abondante en ressources et en revenus. On y boit de l'eau de source et de fontaine. De là à Toulouse, vers le sud-est, 2 jours. » Ainsi réduite à la même maille documentaire et narrative que les autres provinces du monde islamique, l'Europe nous apparaît dès lors comme une périphérie dont l'unique mérite, évalué depuis un centre qui est ailleurs, est d'accueillir les plus minuscules ramifications d'un système de circulation économique dont les artères principales, à en juger par les flux évoqués précédemment, s'étirent de l'Afrique du Nord à l'Asie du Centre et du Sud. Mais à quoi nous sert ce petit jeu ? On pourra facilement nous reprocher son caractère forcé, car bien sûr, à ne régler la focale que sur les données narratives issues des marchands et sur les traces archéologiques qui supposent l'agencéité des marchands, on finit par ne voir que des indices de matérialité. Néanmoins, c'est peut-être cette décantation des sources qui permet d'appréhender les traces du moment médiéval du monde et de les étalonner sous la même toise. L'enquête mérite d'être faite, aussi convient-il d'ouvrir un deuxième temps de notre discussion en repartant des récits du monde. Alors l'itinéraire de l'Andalou Ibrahim ibn Yacoub en Ifranja, au pays des Francs, ou la description de ce même pays des Francs un siècle et demi plus tard par El-Idrissi sont les pièces d'un plus vaste puzzle, d'une représentation du monde qui place l'Europe au même titre que le pays des Noirs, sinon à ses confins, du moins à ses périphéries. Cette représentation du monde procède d'une centralité de la Mamlakat el-Islam, le domaine de l'islam, pour reprendre la traduction choisie par André Miquel. André Miquel, dont l'œuvre magistrale s'est écrite dans les lieux mêmes où nous parlons aujourd'hui, où pendant 2 décennies, il a été titulaire de la chaire de langue et littérature arabe classique, où il n'a cessé de commercer avec les grands textes arabes des 9e et 10e siècles, donnant la pleine mesure du projet intellectuel de ce qu'il a appelé la géographie humaine du monde musulman. Cette géographie de langue arabe naît, disait André Miquel, et j'aimerais ici le citer brièvement, naît sur 2 chemins. La description de la Terre à la façon des anciens cosmographes et cartographes, Ptolémée en tête, et la consignation des données intéressant l'Empire, à l'initiative des services de la chancellerie bagdadienne, routes et itinéraires, impôts fonciers des provinces, situations aux frontières. À part, une autre littérature sur les pays étrangers eux-mêmes s'alimente à tel rapport d'ambassade, au récit des prisonniers revenus de Constantinople ou des marins marchands vers l'Extrême-Orient. Un tournant décisif s'opère au Xe siècle, continue André Miquel. Le projet de faire du domaine, la Mamlakat el-Islam, de faire du domaine est de lui seul l'objet de la description. D'établir celle-ci non plus sur les acquis et les démarches du passé, mais sur l'observation personnelle, la note prise sur le vif du géographe devenu voyageur. Enfin, par un souci minimum de rédaction et de clin d'œil adressé ça et là à quelques thèmes éprouvés, d'accréditer cette littérature dans le bagage obligé de l'honnête homme.
Alors si j'ai voulu citer André Miquel et sa géographie humaine du monde musulman, c'est que là réside à mes yeux une pensée du monde, l'ambition d'un discours sur l'espace des sociétés humaines, fondé sur l'observation, la familiarité des routes, des produits, des vestiges, des cultures, des spécialités et célébrités locales. Savoir collecter le long des chemins du monde par des hommes qui étaient voyageurs, bien sûr, marchands, mais aussi pèlerins, étudiants, voire missionnaires, le chiisme ismaélien ayant joué du Maghreb à l'Inde un rôle significatif, par exemple, dans cette aventure. Savoir qui nous donne subitement à voir, dans l'écrin de la littérature arabe classique, ce Moyen-Âge discontinu que nous cherchons à saisir aujourd'hui. Cette géographie du domaine de l'islam s'efface au XIe siècle, quand finissent de se dissiper les dernières illusions de l'empire unifié de l'islam. Peu importe, une fois encore, ce faux départ impérial, car l'héritage intellectuel, cette ambition d'écrire le monde persiste, s'épanouit sous des formes nouvelles, de la géographie d'Al-Idrissi à la relation de voyage d'Ibn Battuta, en passant par l'encyclopédie d'Ibn Fadlallah al-Omari, œuvre monde qui continue de s'inscrire dans une même représentation de l'espace. Alors quelle était cette représentation de l'espace ? Reprenant les principes de la géographie de Ptolémée, la géographie arabe divise le monde habité, lequel, comme vous le savez, n'occupe qu'un quart de la sphère terrestre, divise le monde habité en 7 bandes longitudinales, appelées climats, elles-mêmes subdivisées pour les besoins de la description en 10 secteurs d'égale largeur. Le premier climat, proche de l'équateur, est trop brûlant pour permettre à l'homme d'y survivre, sauf aux confins du deuxième climat, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Le 7e climat, à l'inverse, est trop froid pour permettre à la civilisation de s'y développer et compte pour seuls habitants des tribus de Russes, de Bulgares et de Kipchaks. C'est le 4e climat, au centre du monde habité, qui offre les conditions les plus propices à l'épanouissement de la civilisation. Ce 4e climat qui, d'Al-Andalus à l'ouest à l'Asie centrale à l'est, est le domaine de l'islam, avec en son cœur, occupant donc le centre du climat central, l'Irak et sa capitale, Bagdad. Les autres bassins de civilisation sont rejetés au sud ou au nord de cette gouttière du monde, l'Inde et la Chine dans le 2e climat, l'Europe occidentale dans les 5e et 6e climats. La géographie arabe accuse ainsi les contrastes du monde. Elle traverse, sur de précaires itinéraires, l'immensité des espaces où l'homme est rare. Elle caresse, à l'inverse d'un trésor de savoir précieusement accumulé, les lieux que l'homme a fait à sa main depuis les temps les plus reculés, chérissant ces paradis terrestres auxquels aspire le lecteur presque autant que le voyageur au soir de la route, ces paradis terrestres dont l'exemple le plus abouti, mûri comme l'abricot dont elle s'est fait la spécialité, est la Routa de Damas, son oasis, paradis du Moyen-Âge devenu de nos jours un enfer. Or, c'est précisément sur la discontinuité du peuplement humain, sur l'inégale richesse des pays, sur la rareté des produits les plus recherchés aux 2 extrémités du monde, que s'est construit le domaine de l'islam, immense réseau de routes jetées sur l'ancien monde pour en approvisionner les nouvelles capitales. Ce Moyen-Âge discontinu que nous cherchons à saisir est fils des routes et des royaumes, el-Masalik ou el-Mamalik, pour reprendre le nom donné au Xe siècle aux ouvrages emblématiques de la géographie humaine de langue arabe. Il est plus encore fils des villes, fils de cet archipel urbain qui conduit les voyageurs d'étape en étape, d'une extrémité à l'autre du monde, dans un univers toujours familier. Ces villes dont André Miquel rappelle, à la lecture de ces géographes, combien, et je le cite une dernière fois, leur existence sur la Terre se place sous les 2 signes contrastés des impatiences de la vie et des dangers de la mort. Alors, deux figures de description globale de l'œcumène médiéval vont à présent retenir notre attention parce qu'un même aspect souvent négligé souligne leur ambition commune et les limites opposées par la matérialité du monde à la logique de la description. Ce sont 2 projets géographiques issus de contextes historiques différents. Le premier est le Sefer Massaot, ou Livre des voyages, de Benjamin, rabbin de Tudel, en Navarre, mort en 1173. Le récit, en hébreu, est relaté à la première personne. Il fait état d'un long périple circulaire qui ramène Benjamin à Tudel, après avoir conduit le narrateur et son lecteur jusqu'en Chine. Vrai voyage ou vraie compilation géographique, c'est d'abord le projet global qui frappe. Son ambition est en effet de ramener à la forme d'un tableau organisé l'ensemble de la diaspora juive de l'époque. Que ce polyptyque suive l'ordonnancement géographique d'un itinéraire en boucle résulte d'une contrainte narrative autant que d'une nécessité conceptuelle. L'itinéraire permet seul de mettre en série, étape par étape, un monde multiple qui, alors, ne se laisse pas autrement appréhender.
La critique moderne conteste quelquefois la réalité de l'intégralité du voyage. Elle a en tout cas de bonnes raisons de révoquer en doute le séjour au-delà de l'Inde. J'ai pour ma part montré dans un article récemment publié dans Speculum, la revue bien nommée, que le segment de récit qui concerne la mer Rouge, une fois décanté de ses gloses, s'inscrit dans une géographie commerciale très concrète qui nous est accessible par les archives de la Geniza du Caire étudiées par Shlomo Goitein. La Rila d'Ibn Battuta est notre deuxième témoin. Rédigée en arabe par un scribe écrivant sous la dictée au XIVe siècle, elle peut être comparée au récit de Benjamin en ce qu'elle aspire elle aussi à présenter un tableau global de la Oumma, la communauté des musulmans répartie à la surface de l'Œcumène. Est-ce d'ailleurs le programme du récit ou le programme du voyage lui-même? La question est entière. Né en 1304 dans le Maroc mérinide, Ibn Battuta avait entrepris, jeune encore, à 21 ans, de longs périples, d'abord motivé par le désir de l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, qu'il effectua plusieurs fois. Le goût du voyage aidant, et profitant de facilités offertes dans les contrées récemment ou encore peu profondément acquises à l'islam à un lettré formé au droit, Ibn Battuta étira ses voyages pendant près de 30 ans, jusqu'aux confins de la Mamlakat. On le retrouve exerçant des fonctions officielles à Delhi, en Inde, ou plus modestement, cadi, juge, dans le paradis touristique des îles Maldives. On sait à présent que les segments du voyage sur la Volga, en Chine, en Afrique orientale et peut-être même au Mali, sont faux, au sens où ils procèdent de faux voyages ramenés à la forme de récits vraisemblables. L'ambition parallèle de ces deux récits globaux par des voyageurs d'extrême Occident est d'éprouver l'entièreté du monde, de le ramener à la forme du voyage pour mieux le contenir dans l'enveloppe d'un récit et en étalonner les parties. L'étalon universel, chez Benjamin, c'est la présence de communautés juives. L'étalon universel, chez Ibn Battuta, ce sont les étiquettes royales. Plus frappant encore est que, chez les deux auteurs ou leurs scribes, l'ambition de la totalité se soit substituée à celle de l'authenticité, au risque d'encourir, comme pour Ibn Battuta par exemple, la critique d'Ibn Khaldoun, ou pour les deux, celle de l'érudition moderne. Mais ne nous trompons pas d'échelle de valeur en leur faisant le reproche d'avoir menti à leurs lecteurs. Ce que font ces récits, c'est d'offrir une forme accomplie, une forme finie, à une expérience qui ne l'est pas encore, qui ne peut pas l'être avant le XVIe siècle. C'est de rendre compte à la fois de la finitude du monde et d'une structuration des échanges en réseaux mitoyens fondés sur les solidarités ethniques ou religieuses et qui, de ce fait, favorisent autant la circulation des marchandises qu'ils entravent la circulation des individus. Puisque ces mondes, appelons-les des bassins économiques, puisque ces mondes sont mitoyens, des seuils les séparent et les relient, jouant le rôle d'optimum articulatoire. Un seuil, qu'est-ce que c'est? Un seuil, c'est la contrainte géographique qui détermine la clôture d'un monde et le commencement d'un autre. Parce que le seuil est étroit, les marchandises de tout venant n'y passent qu'à moindre flux. Parce que le seuil est tout de même un point de jonction, y passent les marchandises rares dont la valeur est indexée sur leur transfert d'un monde à l'autre. Ces seuils sont en effet d'abord des goulets d'étranglement. La pointe sud de l'Inde et le détroit de Pok entre le Sri Lanka et la côte de Coromandel. Le détroit de Malacca entre Sumatra et la péninsule malaise. Le détroit de Formose entre provinces chinoises du Fujian et Taïwan. À l'ouest, dans le domaine de la Mamlaka islamique, on compte plusieurs points d'articulation de ce type. Le détroit du Bab el-Mandeb, qui inaugure l'entrée dans le domaine de navigation de la mer Rouge, aux contraintes différentes de celles de l'océan Indien. Aïdab, point de changement de charge, d'où l'on rallie par caravane le Nil. Assouan, où commence le voyage en felouk sur le fleuve. Alexandrie, où commence le domaine maritime méditerranéen. Le Moyen-Âge africain, tel que je le définirai tout à l'heure, est un monde de seuils. On est frappé de constater à quel point la plupart des sites archéologiques urbains et lieux de pouvoir, du Ghana médiéval au sultanat islamique d'Éthiopie et aux cités-États swahili, sont situés sur des seuils écologiques offrant des contrastes remarquablement accusés, mais qui, comme on le verra tout à l'heure, offraient précisément pour cette raison des opportunités d'interface entre sociétés et réseaux marchands. Cette logique d'implantation des sites n'a rien de banal. Elle explique bien souvent la disparition complète de ces sites par l'effet conjugué d'un abandon et d'un oubli, qui en dit long sur le changement profond de la mécanique circulatoire entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Pour en revenir à notre régime de narrativité, si nous n'avions pas les chroniques carolingiennes, à quelle enquête faudrait-il se soumettre, ainsi que le suggère Marc Bloch dans La Société féodale, pour découvrir que les deux principaux ports de l'Empire carolingien étaient situés, l'un, d'Orestad, sur l'un des bras de l'embouchure du Rhin, l'autre,
Kantovic, dans le village de La Caloterie, à l'embouchure de la Canche, dans le Pas-de-Calais. Alors, centralité de l'islam, interconnexion des mondes, maîtrise des seuils, de ces optimums articulatoires, que ces seuils fussent écologiques, politiques ou linguistiques, quel acteur collectif incarne-t-il mieux que les Juifs cet espace-temps que nous nommons Moyen-Âge ? Au IXe siècle, les Juifs sont un argument essentiel de ce que j'ai appelé plus haut le paradigme de l'islam dans sa première grandeur. Ce sont les fameux marchands radhanites évoqués par le Kitab el-Masalik ou el-Mamalik, le livre des routes et des royaumes d'Ibn Hardaf Bey, géographe persan de langue arabe, qui décrit le périple de ces marchands parlant, je cite, arabe, persan, roum, franc, espagnol et slave. Ces marchands dont Maurice Lombard lie étroitement le destin à la formation de l'empire de l'islam, ces marchands que l'on croise à Bagdad, à Rome, mais aussi à Verdun, fameux marché aux esclaves et centre de castration des eunuques destinés aux cours islamiques. Autre figure, au XVe siècle, ce sont les interlocuteurs juifs rencontrés par Bertrandon de la Broquière, l'espion du duc de Bourgogne dans son périple oriental. À Gaza, un juif originaire de Sicile, qui est le seul à entendre la langue de notre voyageur. À Damas, un juif originaire de Kaffa, en Crimée, qui prépare à son intention un lexique bilingue italien-turc. On pourrait multiplier à l'envi les exemples, et on en trouverait d'ailleurs qui démentent le modèle que je viens d'énoncer, qui affranchissent de la centralité proprement médiévale de l'islam le rôle fonctionnel de la diaspora juive. L'important n'est pas là pour saisir la qualité de notre Moyen-Âge. Il réside davantage dans la rapidité avec laquelle, au Moyen-Âge, les communautés juives répondent aux évolutions contrastées des mondes qu'elles interconnectent, témoignant par là même de la fugace réalité que nous poursuivons. Au XIe, XIIe siècle, c'est la remise en question progressive de la place des Juifs dans l'espace politique d'Al-Andalus, à la faveur de l'effondrement du califat omeyyade, puis surtout des conquêtes almoravides et almohades, qui se traduit à quelques décennies de distance seulement par l'émergence de nouvelles communautés ou la plus forte structuration de communautés juives existantes dans les royaumes chrétiens d'Espagne ou dans le sud de la France. À la fin du XVe siècle, les dernières mesures d'expulsion des Juifs des royaumes d'Europe occidentale, 1492 bien sûr, pour les États des rois catholiques d'Espagne, mais aussi 1496 au Portugal, 1498 en Provence, ces dernières mesures provoquent ou achèvent de provoquer ce double mouvement d'émigration vers l'Europe orientale et vers les pays d'islam, qui redéfinit pour plusieurs siècles la distribution spatiale des mondes juifs. Alors, si les communautés juives sont au cours du millénaire médiéval consubstantielles à ce Moyen-Âge que nous nous efforçons de saisir, ce n'est pas seulement en raison de leur remarquable maîtrise des seuils. C'est aussi qu'elles ont laissé ces traces documentaires dont l'intensité nous semble un critère discriminant de ce Moyen-Âge. Alors on songe évidemment au trésor documentaire de la Guéniza du Caire, déjà évoqué, cette Guéniza du Caire dont il est tout sauf hasardeux qu'il ait été constitué et conservé au cœur du monde de l'islam, dans ce formidable conservatoire qu'est l'Égypte médiévale. Mais je prendrai, si vous le voulez bien, un autre exemple pour illustrer cette intensité de la trace. Un autre exemple, celui de la couronne d'Alep, comme on l'appelle, le plus ancien codex complet de la Bible hébraïque, en 24 livres, conservé à partir du XVe siècle par la communauté juive d'Alep. Le codex d'Alep. Le codex d'Alep est, depuis que le savant juif Maïmonide l'a eu entre les mains à la fin du XIIe siècle dans la synagogue de Fustat, au Caire, le codex d'Alep est le texte de référence de la Bible hébraïque. Maïmonide institue en effet l'obligation légale de se conformer à la version de ce codex dans la copie des rouleaux de la Torah. À la fin du XIIe siècle, le codex fait partie de la bibliothèque de la synagogue de Fustat, en vertu d'un acte de fondation pieuse, rédigé d'ailleurs à la fois en hébreu et en arabe sur le premier folio du codex, et qui s'apparente à un waqf. La malédiction lancée sur quiconque volera le codex, le vendra ou le mettra en gage, n'empêcha pas un lecteur indélicat de l'emporter, peut-être bien le rabbin David ben Yehoshua, un descendant de Maïmonide qui quitta le Caire en 1375 pour Damas puis Alep. Le voyage n'était pas long et le trésor demeurait dans les frontières sûres de l'Empire mamelouk. En outre, au temps de Maïmonide déjà, qui la comparait à la communauté de Lunel dans le Languedoc, la communauté d'Alep avait la réputation de maintenir vivace l'étude du Talmud. Mais avant de gagner Alep,
à la fin du XIVe siècle. Le codex n'avait pas toujours demeuré dans la capitale de l'Égypte islamique. Au milieu du XIe siècle, il était à Jérusalem. Et l'on peut supposer que c'est à la faveur de la prise de la ville et de sa mise à sac par les croisés en 1099 que le précieux manuscrit fut revendu à des juifs de Fustat, dont on sait par ailleurs qu'ils rachetèrent la liberté de nombre de leurs coreligionnaires rescapés du massacre. L'acte qui attache ce codex à la synagogue de Fustat stipule d'ailleurs que le codex a été, je cite, « sauvé de l'emprisonnement à Jérusalem ». Mais que faisait-il à Jérusalem ? Le fait qu'il y soit conservé à nouveau depuis 1958 dans le sanctuaire du livre du musée d'Israël énonce une fausse évidence. Certes, une communauté juive est attestée à Jérusalem sous le règne des califes fatimides d'Égypte, laquelle communauté avait sa synagogue dans le mur d'une des portes qui dessert le Haram el-Sharif. Mais c'est à la synagogue des Karaïtes, juifs non rabbiniques, dont les communautés les plus importantes se trouvaient alors en Irak et en Égypte, que le codex appartenait alors. Il leur avait été offert par un juif de Basra, en Irak, au milieu du XIe siècle sans doute. Le codex était plus ancien encore, il avait été copié et révisé à Tibériade, riche cité de Palestine où vivait une importante communauté juive, dans les années 920, par le même copiste que le manuscrit du Pentateuque connu au XXe siècle sous le nom de Codex Leningradensis. Résumons, un des objets les plus précieux que ces tribulations conduisent de Tibériade à Jérusalem, puis au Caire, puis à Alep, en l'espace de 5 siècles, bien aidé, il est vrai, par le sens des affaires des croisés et par l'indélicatesse d'un lecteur du XIVe siècle. Un manuscrit hébraïque qui fait l'objet d'un waqf, il l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, institution éminemment islamique transposée en droit juif. Une minorité dans la minorité, les Karaïtes, juifs non rabbiniques, minorité dans la minorité qui s'est épanouie sous la loi de l'islam. On notera d'ailleurs que le codex Leningradensis appartenait pour sa part à la synagogue des Karaïtes de Damas. Un savant juif de langue arabe, Maïmonide, né à Cordoue, qui conversait avec les rabbins de Lunel dans le beau pays de Languedoc d'avant la croisade contre les Albigeois et dont l'autorité des écrits s'est étendue au judaïsme universel. Telle est la qualité propre à cet espace-temps appelé Moyen-Âge que d'articuler ainsi longue distance et longue durée, singularité et universalité, un trésor unique, la couronne d'Alep, et la profusion des livres. Or, le problème, c'est qu'on pourrait dire que la plupart des théories englobantes de la société médiévale occidentale, et la dernière en date, la théorie de l'Ecclésia, ne tiennent jamais compte de la présence structurante des communautés juives au cœur des sociétés urbaines. Elles savent que ça existe, bien sûr, mais elles le traitent fondamentalement comme des anomalies, des écarts à la norme ou, au sens propre, des marginalités. Or, il nous semble qu'il s'agit au contraire de traces, des traces à partir desquelles on peut reconstituer ce régime articulatoire entre longue distance et longue durée, entre singularité et universalité, ainsi qu'il vient d'être dit. Mais pour ce faire, il faut évidemment renoncer à considérer l'histoire par grands aplats, comme une patiente fabrique de territoires qui consiste à paver le monde en jointoyant bord à bord les dits territoires. Il faut évidemment apprendre à raisonner différemment, ce qui est difficile, puisque historiquement, je veux dire depuis la fin du XVIIIe siècle, à quoi sert le Moyen-Âge? Précisément à l'inverse, c'est-à-dire, comme l'a montré dans un livre fameux Patrick Guiry, à conforter la légende des peuples et l'invention des nations. Et c'est pour cela, effectivement, que cette ambition de défaire l'État-nation, en tout cas historiographiquement, elle est plus difficile, au fond, à réaliser qu'à proclamer. Et ça, Guiry nous le montre, et c'est cette question de l'ethnogénèse dont je voudrais dire quelques mots. On sait depuis Hérodote, enfin en tout cas le monde gréco-romain sait depuis Hérodote, qu'il y a 2 types de peuples. Il y a ceux dont l'existence constitutionnelle est construite par la loi, et résulte donc d'un processus historique, et il y a ceux, au contraire, dont l'existence biologique est fondée sur la filiation, sur la coutume, sur le territoire. Mais le deuxième est évidemment dégradé par rapport au premier. Pour Tite-Live,
Par exemple, l'identité romaine est le résultat d'un, je cite, processus ininterrompu de fusion politique. Les Romains sont donc profondément différents des peuples barbares qui, eux, sont biologiquement définis. Et il en va de même du peuple d'Israël par rapport aux gentils ou du peuple chrétien par rapport aux païens. Romains, juifs, chrétiens se pensent comme des communautés structurées par la loi et le consentement. L'ethnie, c'est les autres. Et d'ailleurs, lorsqu'on comprend ça, on saisit de quelle régression intellectuelle profonde se paie le développement du nationalisme ethnique depuis le XIXe siècle, puisque ça consiste à s'appliquer à soi-même ce qu'on rejetait sur les autres, d'une certaine manière. Si le livre de Shlomo Sand, L'invention du peuple juif, a pu faire scandale, c'est au fond simplement parce qu'il appliquait au peuple d'Israël cette loi de conservation des peuples que les altimédiévistes appellent aujourd'hui l'ethnogénèse. De quoi s'agit-il? C'est toujours la même histoire de traces, de flèches et de territoires. Lorsqu'un peuple apparaît brutalement sur l'avant-scène de l'histoire, on postule ordinairement qu'il est venu de quelque part. Et lorsque deux noms de peuples sont distants dans l'espace et dans le temps, alors on dit que c'est le même peuple qui s'est déplacé. Or, l'ethnogénèse montre au contraire que rien n'est plus disponible à la construction politique qu'un nom de peuple. Les peuples eux-mêmes circulent assez peu. Lorsque les Franquis, les Alamani désignent au IIIe siècle deux coalitions de peuples indigènes établies dans le bassin supérieur du Rhin, mais la fixation politique d'un peuple en royaume barbare suppose que les rois victorieux projettent le passé imaginaire de leur propre famille sur leur peuple. Et donc, c'est l'usage d'anciens noms issus de l'ethnologie romaine, comme les Francs, comme les Goths, qui créent une communauté imaginée et l'illusion convaincante, en fait, d'une continuité. Donc, les identités sont fluctuantes, donc les noms de peuples désignent aussi des identités sociales, et se dire lombard dans l'Italie du 7e siècle, descendant des Goths en Espagne, c'est simplement affirmer sa suprématie. Et on retrouve là, d'une certaine manière, ce que tu disais de l'islamisation, ou ce que les historiens antiquisants ont dit de la romanisation, qui s'arrête là où il n'y a plus personne à séduire, d'une certaine manière, c'est-à-dire au bord du monde. Pas forcément plus personne à conquérir, mais plus personne à séduire dans ce mouvement de fusion politique qu'on appelle précisément l'ethnogénèse. Bref, les peuples circulent bien moins que leurs noms, qui eux sont toujours disponibles pour la fabrique politique des identités. Et ce sont les mêmes seuils, vous l'avez dit l'un ou l'autre, qui favorisent la circulation des marchandises et qui ralentissent la circulation des hommes et qui permettent à ceux qui maîtrisent ces seuils, au fond, d'asseoir leur pouvoir. Et voyez comment, d'une certaine manière, ce qui était la grande illusion, on pourrait dire, de l'histoire des annales, qui pensaient à l'époque de Braudel et des Chauny que justement les idées, les biens et les personnes circulaient avec le même entrain, c'est de ne pas voir que justement ce sont les mêmes phénomènes qui favorisent la circulation des uns et entravent celle des autres. Or, les historiens du Moyen-Âge n'ont pas, nous semble-t-il, tiré toutes les conséquences nécessaires de cette critique décapante de la logique invasionniste qu'on appelle l'ethnogénèse. Par exemple, ils demeurent toujours fascinés par le moment mongol, avec une conception de ce que ça a pu être qui est assez proche de ce que, justement, l'ethnogénèse critique. Et c'est pourtant un garde-fou nécessaire si l'on ne veut pas, par exemple, faire de l'islamisation du monde la première, ou comme on va le voir, la seconde, l'idée toujours illusoire d'un commencement. Car, et je cite ici Patrick Guiry, l'histoire des peuples européens dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge n'est pas celui d'un moment initial, mais d'un processus ininterrompu. Et ce processus se poursuit bien évidemment après. Donc voilà ce que nous vous proposons ici, l'histoire en mouvement d'un système de monde fermé mais articulé. L'histoire en mouvement d'un système de monde fermé mais articulé, relativement immobile mais segmenté,
un espace-temps qui a besoin d'articulation et de seuil, précisément du fait de la fermeture et de la segmentation des mondes qui le composent. Et très rares sont les individus qui passent les seuils, à eux le pouvoir et la richesse, ou plus exactement aux gatekeepers qui en contrôlent l'accès. Dans ce Moyen-Âge commun, l'Afrique, à ce moment-là, n'apparaît pas comme une périphérie dégradée, mais précisément comme la forme superlative de ce que nous cherchons. D'abord parce que la critique du paradigme ethnique y est plus nécessaire que nulle part ailleurs, et ensuite parce que la méthode de la connaissance par trace s'y applique encore avec plus d'exigence qu'ailleurs. Alors, caractérisons d'emblée le Moyen-Âge africain pour ce qu'il est, un espace-temps documentaire. C'est-à-dire un espace à propos duquel nous disposons, pour une période qui court globalement du 8e au 15e siècle, d'un régime documentaire constitué de sources écrites externes, sauf exception locale, qui ont les caractéristiques décrites plus haut, et de données matérielles, c'est-à-dire archéologiques, mobilières, architecturales. La narration historique de ce Moyen-Âge est soumise, du point de vue de l'historien donc, à une condition heuristique, la conversation entre des registres de sources hétérogènes. Une conversation, mais pas une combinatoire, ce qu'elle est lorsque des sources endogènes existent et parlent depuis un lieu, comme dans le cas des sources carolingiennes. Nous savons où est la capitale de l'Empire carolingien et nous sommes en mesure de décrire le site et ses vestiges au chapitre ad hoc d'une narration historienne certes critique, mais ordonnée par les sources carolingiennes elles-mêmes. Nous en serions restés aux conjectures si nous ne possédions que la courte notice d'Ibrahim ibn Yacoub et si nous n'avions pas les ressources des étymologies latines. Prenons l'exemple du royaume de Ghana, contemporain à peu près exact de l'Empire carolingien. Notre source est Al-Bakri, musulman de Cordoue au XIe siècle, qui compile des informations du siècle précédent. Le point d'entrée dans le pays des Noirs est Sangana, ville située sur les deux rives d'un fleuve qui est sans doute le fleuve Sénégal. De là, on se rend à Takrour, dont les habitants sont des Noirs musulmans. Comme dans la ville de Silla, qu'il faut peut-être lire Sili. Le roi de Silla a un vaste royaume. Mais nous sommes là à la peine, on ne sait localiser aucun de ces sites. De Silla à la ville de Ghana, 20 étapes. La ville est double. D'une part, la ville des étrangers, c'est-à-dire les marchands et clercs musulmans d'origine arabe, berbère, égyptienne établis à demeure. On compte 12 mosquées. D'autre part, à 6000 de là, la ville africaine qui a son palais royal, la salle d'audience, une mosquée pour les visiteurs, une forêt touffue où l'on garde les tombeaux des rois et les statues des ancêtres, car la religion officielle est le paganisme, Majusiya. On se dit qu'une ville, au moins son bourg musulman, ne doit pas être très difficile à trouver en plein Sahel. On connaît en effet un site, Koumbi Saleh, dans le sud de l'actuelle Mauritanie, qui ferait un bon candidat. Mais on n'a pas retrouvé son binôme, le bourg africain. Il n'y a pas de forêt dans cette région-là. Et pour comble de confusion, il existe d'autres sites à caractère urbain dans les environs, que l'on ne sait à quelle localité des sources faire correspondre. Et puis, autre problème. Un siècle plus tard, Al-Idrissi, le cartographe, nous donne une description totalement différente. La ville est toujours double, quoique le souverain soit désormais musulman. Mais entre les deux bourgs coule à présent un fleuve, qui est sans doute le Niger. Dans l'impossibilité de combiner ces données, il faut renoncer à l'une ou à l'autre des sources écrites, à l'un ou à l'autre des registres documentaires, ou bien supposer que la capitale a changé de lieu tout en gardant son nom. Mais qu'importe, au final, l'imprécision, ou disons plutôt l'indécidabilité des lieux, des dates, des successions généalogiques, quelquefois même des événements eux-mêmes. La maille propre à ce régime documentaire permet néanmoins de narrer une histoire problème qui tisse l'étoffe des formations politiques d'Afrique subsaharienne au Moyen-Âge. C'est-à-dire des pays qui ont en commun, de ce côté-ci du monde, d'avoir été les terminaisons méridionales du système d'interconnexion des provinces de l'Œcumène. On peut cartographier ce Moyen-Âge africain. Il dessine un arc qu'on peut appeler l'arc sahélo-swahili. C'est le long de cette fine étole épousant le seuil sahélien et la côte orientale d'Afrique que se déploient les formations politiques africaines qui nous sont connues. Le royaume du Ghana, puis l'empire du Mali à l'ouest, le Kanem au bord du lac Tchad, les royaumes chrétiens de Nubie, les royaumes chrétiens et les sultanats musulmans d'Éthiopie, et enfin le cordon de cités-États qui va de Mogadiscio en Somalie jusqu'à Sofala au Mozambique. Rien de commun entre ces régions qui ne se connaissent d'ailleurs pas mutuellement, si ce n'est une chose,
qui n'émerge qu'à la lumière de la rareté documentaire. Toutes ces régions occupent des seuils écologiques. Le Sahel, mince frange de steppe qui ourle le Sahara sur sa bordure méridionale de l'Atlantique jusqu'au Nil. Le cordon littoral de la mer Rouge et l'escarpement des hauts plateaux de la Corne de l'Afrique. La mangrove insulaire ou côtière de la bordure indo-océanique de l'Afrique. Cette remarquable récurrence géographique suffirait à elle seule à nous faire pointer ce phénomène. Les seuils écologiques sont à la fois les frontières des sociétés qu'ils séparent et des points de passage obligés, goulots topographiques ou points de rupture de charge. Là s'organise, par une démultiplication des médiations, l'interconnexion des mondes médiévaux. Alors si le Moyen-Âge que nous poursuivons fut une certaine façon de faire monde, d'articuler entre eux des mondes cloisonnés, le long de points nodaux, de seuils étroitement circonscrits, de les articuler également par le truchement de types sociaux et d'artefacts, d'autant moins nombreux qu'ils étaient fortement valorisés, tout s'inscrit dans la longue durée du millénaire médiéval, alors il est raisonnable de penser que ce Moyen-Âge s'évanouit quand émerge un nouveau régime de mondialité, une façon neuve de faire monde qui se dégage à la faveur de l'invention de nouveaux seuils, de l'élection de nouveaux intermédiaires. Alors il est raisonnable de penser que, tout compte fait, la fin de ce Moyen-Âge est tout bonnement à placer au XVe siècle, comme nous l'avions appris avant de chercher à le désapprendre, quand les mondes médiévaux s'interconnectent et qu'émerge ce que l'on peut appeler, au sens propre, le monde. Je ne sais si nous avions cela en tête lorsque, en 2007, nous lancions, avec Pierre Monet et Yann Potin, sous la direction de Patrick Boucheron, le projet d'une histoire du monde au XVe siècle. Une histoire du monde au XVe siècle dont le dessin, tant de détails que d'ensemble, ne s'est précisé qu'au fur et à mesure qu'en progressait l'édifice. Si cette histoire du monde au XVe siècle, composée par une soixantaine d'auteurs, est par définition polyphonique, l'unité de son propos réside dans son architecture même. Couvrir le monde à parts égales, préemptant à l'avance un titre célèbre, c'est l'ambition du premier temps de l'ouvrage, un atlas politique du monde décomposé en 12 parties d'égale dignité historique. Puis laisser bruisser le monde de toute la singularité des événements de ce siècle qui en éclairent les dynamiques. Ressaisir le monde, enfin, par le détour de ce cabinet de curiosité que nous avons constitué en élisant arbitrairement les grands textes d'une librairie idéale du XVe siècle, puis enfin le ressaisir plus directement au travers des forces historiques qui contribuèrent à interconnecter le monde et à mondialiser le regard qu'il était désormais possible de porter sur lui. Que ressort-il de plus significatif de cette promenade de quelques 900 pages dans le monde au XVe siècle ? L'interconnexion précoce des mondes riverains de l'océan Indien en premier lieu. L'océan Indien, véritable laboratoire de la mondialisation, dont l'intégration est alors sans commune mesure avec celle d'une Méditerranée plus segmentée que jamais. L'océan Indien, dont la capture, au soir du XVe siècle, assure in extremis à l'extrémité occidentale du continent eurasiatique, appelons-la Europe, lui assure in extremis une place dans le concert du monde, d'autant plus inédite qu'elle s'accompagne, dans le mouvement même qui pousse les navires portugais vers les îles aux épices, qu'elle s'accompagne de l'invention de l'Amérique. Autre enseignement tout aussi important, le double mouvement de dilatation puis de contraction de la Chine. Depuis l'expansionnisme promu par l'empereur Yongle dans le premier quart du XVe siècle, illustré par les célèbres expéditions maritimes de Zheng He, tout aussi bien que par l'annexion de l'Annam, jusqu'à la politique de fermeture des mers, Heijin, promue par ses successeurs, double mouvement de dilatation puis de contraction, où la tentation est forte d'identifier une respiration du monde. De là à faire de la Chine le balancier de l'histoire du monde, il y a là un pas que, pour ma part, je me garderai de franchir. Car enfin, la leçon principale de l'histoire du monde au XVe siècle ne réside pas en Chine ou en Amérique. Ou plus exactement, elle s'y donne à voir également aux deux extrémités du monde, alors qu'elle est née, alors qu'elle s'est nouée au cœur de l'ancien monde. Ce dont témoigne avant tout le XVe siècle, c'est de la mondialisation de l'islam. L'islam comme langage politique, entendu alors, sinon parlé de manière vernaculaire, entendu alors dans la grande majorité des 12 parties du monde. Quelques événements expliquent pour partie cette actualité, somme toute inattendue de l'islam, 2 siècles après que l'ancien centre de son empire, Bagdad, l'Irak, s'est effondré sous les coups de la conquête mongole. Quelques événements
À l'aube du XVe siècle, les conquêtes de Tamerlan qui tentent de reconstituer l'empire monde des Mongols dans le langage de l'islam turco-persan. Au milieu du siècle, la prise de Constantinople, moment eschatologique de l'islam retardé depuis plus de 700 ans. Au soir du XVe siècle, enfin, quand en Anatolie, comme en Asie centrale et en Inde, sont réunies les conditions d'émergence des nouveaux empires islamiques, celui des Moghols, celui des Ottomans. Mais cette seconde islamisation du monde n'est pas qu'une histoire de conquête. L'islam, comme langage politique, comme manière de gouverner les hommes, comme manière d'administrer les choses, manière de dire le pouvoir souverain, que ce langage fut articulé en arabe au Caire, en persan à Samarcande et bientôt en turc à Istanbul, l'islam voit son domaine s'étendre au-delà de ces seuils anciens, au-delà de ces espaces politiques intermédiaires qui s'étaient constitués à son contact. Au Sahel, c'est l'expansion du Bornou qui étend l'héritage du Kanem au-delà du lac Tchad. En Asie du Sud-Est, c'est la fondation de Malacca, de l'autre côté du détroit du même nom, en face des sultanats de Sumatra. Dans les Balkans, enfin, c'est l'intégration de la Serbie dans la vassalité de l'Empire ottoman. Vous conviendrez qu'à cette échelle, que ce langage, l'islam, cesse officiellement en 1492 d'être employé à l'extrémité méridionale de la péninsule ibérique, ce fait est d'une médiocre importance. Car dans le même temps, on l'entend également en Chine, où l'empereur Yongle fait construire des mosquées dans sa nouvelle capitale, Pékin. On en entend même les échos en Amérique, où Hernán Cortés, arrivé en 1519 à Cholula, compte pas moins de 400 mosquées dans la cité mexicaine, tant il est encore difficile à cette date pour un Européen de dire l'altérité sans parler de l'islam. Alors que l'islam soit devenu le langage politique le mieux partagé, le plus partagé, le mieux entendu de par le monde, est à mes yeux l'expression la plus éloquente de ce Moyen-Âge que nous cherchons à saisir. Qu'il soit possible de le mesurer pleinement au XVe siècle seulement, au moment où se défait ce régime particulier du monde que nous appelons Moyen-Âge, en est l'indice paradoxal. Alors, nous nous en arrêterons donc là, prudemment, au bord de nos désaccords possibles, parce qu'il me semble, pour ma part, qu'avant d'être si hardiment congédié par mon impétueux collègue, et comme par avance, l'hypothèse que le métronome qui cadence les pulsations du monde puisse se trouver en Chine, cette hypothèse mérite d'être testée précisément du fait que ce monde où la connaissance directe n'existe pas des ailleurs peut précisément être rythmé par un tic-tac dont personne ne saisit l'origine, mais dont tout le monde comprend l'écho. Cela donnera lieu peut-être à une discussion tout à l'heure, peut-être aussi à partir de cette réalité massive qu'est la circulation de la porcelaine chinoise, sans conteste le produit phare de cette économie monde, et qui, par justement sa massivité, peut aussi chambouler notre présentation d'un Moyen-Âge fragile et discrètement réticulé. Car d'écrire sur le mode rythmique une histoire mondiale d'un Moyen-Âge, c'est aussi se poser la question des synchronies. Et je répète que celle des modernités européennes et japonaises est sans doute essentielle, ainsi que vient d'ailleurs le rappeler Pierre-François Souiri dans un livre qui vient de sortir sous le titre « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui ». C'est toujours cette question au fond du miroir. Par ailleurs, nous avons aussi de bout en bout insisté sur une histoire sociale et matérielle des objets, y compris lorsque ces objets sont des livres, comme le Codex d'Alep, ce qui est sans conteste l'une des voies de renouvellement de l'histoire connectée et peut-être d'ailleurs de l'histoire tout court. Mais je pense que le paradigme archéologique doit être compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire non pas une réduction matérialiste, mais une invitation analogique, c'est-à-dire que cette connaissance par traces par lesquelles s'articule le monde et ses régimes documentaires concerne aussi, par exemple, l'archéologie textuelle. On peut songer ici à la manière dont Benoît Grévin suit à la trace cette rhétorique du pouvoir à partir du remploi de formules, mais aussi pour l'essentiel d'ailleurs de leur rythme, qui est le cursus latin, originellement extrait de l'épistolaire sicilien de Pierre de Lavigne, mais irriguant bientôt tous les langages d'apparat des chancelleries européennes.
en Europe d'ailleurs, et pas seulement en Europe, puisque l'histoire de l'usage par les diplomaties de langue arabe, de langue persane, de langue turque, d'un idiome commun de la négociation et la comparaison que beaucoup de travaux est en train de faire de ce qu'on appellerait ce monde diplomatique, eh bien, est aussi une manière de comprendre la façon dont le Moyen-Âge faisait monde. On pourrait donc poursuivre l'enquête en histoire intellectuelle et culturelle, par exemple, en qualifiant ce Moyen-Âge commun, découpe d'espace-temps, à partir de l'usage du canon d'Avicenne comme ressource essentielle dans l'enseignement et la pratique de la médecine. Ce sont là des perches que je vous lance, mais que vous n'êtes pas obligé, évidemment, de saisir, ce qui reconfigure, là encore, une forme de découpe de temps, mais aussi d'espace. Au fond, nous avons cherché à dessiner, nous cherchons à dessiner un Moyen-Âge commun, une manière commune de faire monde au Moyen-Âge, par son entour. Et vous avez compris que, d'une certaine manière, le cas africain, comme régime documentaire, d'une certaine manière, nous servait, au fond, de rebond et de tremplin. Mais évidemment, au-delà de ces marges, s'ouvre ce que Jacques Le Goff appelait l'horizon onirique. C'était à Venise, je crois, en 1962. Intéressant, Venise, parce que d'une certaine manière, on pourrait faire de cette ville la même analyse que François-Xavier Fauvel fait à la fois des villes africaines et du Portus carolingien. Parce qu'au fond, si Venise avait disparu au XVIe siècle, je pense qu'on saurait la restituer sur la carte. Mais si elle avait disparu au IXe siècle, on pourrait avoir quelques hésitations. Et donc, dès lors, parce qu'elle est aussi sur un effet, sur un seuil, je dirais qu'elle est pleinement, justement, intégrée à ce modèle commun. En tout cas, c'était à Venise que Jacques Le Goff, en 1962, il y a plus de 50 ans, a prononcé une conférence mémorable qui allait être publiée 8 ans plus tard, sous le titre « L'Occident médiéval et l'océan Indien, un horizon onirique ». Et à le relire aujourd'hui dans le recueil au titre également célèbre pour un autre Moyen-Âge, 1977, on ne peut qu'être emporté à nouveau par la vigueur, par l'audace, je dirais par la jeunesse de ce texte, qui est un texte de découvreur, justement. Il commençait, ce qui n'était pas courant chez lui, par le XVe siècle, par l'évocation du XVe siècle qui, classiquement, était pour lui celui de l'ouverture de l'océan Indien, mais aussi de la fin d'une longue ignorance, celle des réalités géographiques d'un espace qui est caché par les écrans de légende. Parce que là encore, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, cet espace fictionnel, il fait barrage et il fait écran à ces connaissances du monde dont il vaut mieux, pour ceux qui en tirent profit, qu'elles ne s'ébruitent pas trop. Et donc, dès lors que se perce l'écran de légende, dès lors que navigateurs et cartographes déchirent cet écran de fiction, dès lors qu'ils ouvrent une brèche de connaissances, alors, je cite Jacques Le Goff, l'océan Indien, c'est le monde clos de l'exotisme onirique de l'Occident médiéval, l'ortus conclusus d'un paradis mêlé de ravissement et de cauchemar, qu'on l'ouvre, qu'on y perce une fenêtre, un accès, et le rêve s'évanouit. Il s'agit donc sans doute de cela aussi. Le Moyen-Âge que nous avons évoqué ensemble se caractérise également, et peut-être d'abord, par un certain régime du lointain, et partant, une forme de régime de l'altérité. Il lui faut des ailleurs fabuleux. Dès lors que ces ailleurs fabuleux reculeront vers les provinces de l'imaginaire, s'égareront en utopie ou simplement se réduiront comme peau de chagrin, on entrera dans un autre monde. Celui où, au XVIe siècle, peut se penser justement une connaissance directe des autres mondes. Celui où, sans seuil, ni intermédiaire, ni traducteur, un monde, justement, s'ouvre, un monde... vous savez, les navigateurs portugais, lorsqu'ils partaient pour... et espagnols, lorsqu'ils partaient pour l'aventure océane, eh bien, ils croyaient s'en tirer en embarquant toujours avec eux un locuteur arabe. Parce que la langue des morts est partout la langue de l'autre. Or, voilà,
c'est pas toujours le cas. Et bientôt viendra le temps, justement, où il faut se passer de cet intermédiaire, se passer, écrire directement des grammaires nahuatl en italien ou en allemand. C'est le monde de Serge Gruzinski. C'est le monde, effectivement, où on peut directement se poser la question quelle heure est-il là-bas? Et voilà pourquoi, là encore, la persistance de ce Moyen-Âge comme articulation des mondes pendant tout ou partie du XVIe siècle est une question qui mérite d'être envisagée. On l'avait posée d'ailleurs à Jean-Frédéric Chaube pour l'épilogue de l'histoire du monde au XVe siècle, qui, sans chercher à sauver l'hypothèse discontinuiste d'un XVIe siècle inaugurant les temps modernes, insistait sur des phénomènes d'intensification. Disons, le XVe siècle est un siècle turc, mais le XVIe l'est davantage. Des phénomènes d'inflation documentaire par diffusion accrue des systèmes de communication, et des phénomènes de jeu de miroir où se reflète d'ailleurs jusqu'au vertige l'ubiquité de la figure du barbare. Mais cela renvoyait aussi à la question, sinon de l'empire, du moins de l'impérialité des constructions politiques, c'est-à-dire de la possibilité de leur devenir impériales, qui est, me semble-t-il, là encore une grande question du XVIe siècle, qui constitue assurément un autre problème dont nous aurons à traiter, peut-être lors de la prochaine séance consacrée à la modernité de l'époque moderne, ou peut-être pas. En tout cas, pour conclure tout à fait cette première proposition, rythme, problème, trace, vous voyez que les problèmes renvoient toujours, selon nous, à la question de la modernité. Le Moyen-Âge étant entendu ici comme fabrique des modernités politiques. Sans doute, et j'en reviens alors aux propos introductifs inspirés par la lecture que Bruno Carsanti faisait lors de la précédente séance du programme Jeunesse de l'État moderne, la clé réside ici dans sa capacité à déjouer la fatalité de la construction étatique. Parce qu'au fond, la manière dont le Moyen-Âge a pu faire monde est moderne, ou postmoderne, au sens où elle est déterritorialisée, c'est-à-dire au sens où elle ressemble à cette nomadologie rêvée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans 1000 plateaux. Ce qui manque, je les cite, c'est une nomadologie, le contraire d'une histoire. Alors je ne sais pas si ce qu'on a fait, c'est le contraire d'une histoire, enfin en tout cas, toute histoire mérite d'être discutée. Nous avons des discutants, mais peut-être préfèrent-ils qu'on ouvre d'abord la discussion et ensuite vous pouvez la relancer, c'est comme vous voulez. Moi, je peux parler maintenant, mais... Toi, tu veux parler maintenant, toi hein, Je suis chaud, je peux le dire, mais je laisse la parole d'abord, peut-être à... C'est tout à ton honneur. Donc, effectivement, on a là un exemple de ce qu'on pourrait appeler la courtoisie, la galanterie.